Retour sur le plateau de Smart Job pour le Cercle RH, une table ronde autour de l'engagement collaborateur aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a de nouveaux enjeux aujourd'hui, avec un peu plus d'un an de crise, une crise qui a profondément bouleversé nos modes de travail, nos modes de collaboration également. Pour en parler, je reçois Christophe Bergeon, CEO et cofondateur de Zest Me Up. Bonjour Christophe. Bonjour Zest Me Up, en deux mots, c'est une solution de management en temps réel. Exactement, écoute et performance des collaborateurs et des équipes. Donc application justement pour mettre en place des sondages et réengager, si possible durablement, les collaborateurs. Bien comprendre ce qui est important pour chacun et puis donc adapter son management. Et en période de crise et de Covid, c'est très important quand on travaille à distance. Essentiel même. J'ai également à mes côtés Tiffaine Galliez. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Vous êtes Innovation and Knowledge Manager chez Great Place to Work, un acteur de référence dans la qualité de vie au travail. Vous éditez chaque année un palmarès des endroits où il fait bon travailler. On en est à la 19e édition cette année, je crois. Tout à fait. On pourra d'ailleurs faire le point sur ce palmarès cru 2020, tout à fait. Sur l'exercice 2020. Exactement. Et à distance, je reçois Benoît Serre, vice-président de l'ANDRH, qui est également senior partner au Boston Consulting Group. Bonjour Benoît. Bonjour Fanny. La première question, c'est à Tiffaine que je vais la poser, Tiffaine Galliez. On va commencer par l'un des fondamentaux, l'engagement collaborateur. Très rapidement, qu'est-ce que c'est ? Alors l'engagement collaborateur, ça va être vraiment pour l'entreprise de jouer sur différents tableaux pour être sûr d'attirer, mais aussi de fidéliser. Et effectivement, c'est pas simple parce qu'il y a différentes choses qu'il va falloir regarder. Déjà, la partie vraiment expérience collaborateur par rapport au management. Donc là, je pense que j'aurai aussi d'autres choses à dire. Mais en l'occurrence, vraiment sur la partie crédibilité du management, vraiment que le management puisse donner une feuille de route, communiquer clairement de quoi il en retourne, être vraiment sur la distribution des tâches correcte, une cohésion très forte. Ensuite, il y a aussi tout un travail sur l'équité, la rémunération, ça c'est effectivement très important, l'inclusion, l'équité de traitement, tout un travail aussi sur le respect, la collaboration, l'association aux décisions, tout un travail de convivialité aussi qui joue beaucoup sur cet engagement des collaborateurs, même si c'est pas facile aujourd'hui, mais voilà. On y reviendra peut-être sur le concept de bienveillance. Absolument. En quelque sorte. Et la fierté d'être dans cette organisation, de faire ce que l'on fait, de se rendre compte aussi de l'impact de ces actions au quotidien, chose qui nous a beaucoup manqué, je pense, dans l'année qui s'est passée. Est-ce qu'on peut dire que l'engagement collaborateur a des liens très forts ? Est-ce que c'est la même chose que la motivation ? Alors là, vous me posez une colle. Je dois dire que moi, je reste sur des choses extrêmement pragmatiques. On dit qu'on s'engage parce qu'on est motivé. Oui, on s'implique parce qu'on est motivé. Oui, on s'engage quand on est motivé, tout à fait. Après, il faut que la motivation fasse vraiment sens en fait, avec le besoin du collaborateur. C'est vrai que quand on parle de motivation, il y a différentes choses qui peuvent jouer. Le fait d'avoir un objectif qui est clair, avoir les moyens de les avoir, de les réussir, mais aussi que la récompense vale le coup. Si on prend la motivation selon Vroom, donc un théoricien sur le sujet, c'est vraiment ces trois choses-là qui vont jouer et qui vont donc permettre effectivement l'engagement. Mais c'est vrai que quand on est dans l'accompagnement des dirigeants ou des managers, c'est quelque chose, on essaye d'éviter de se perdre dans la sémantique et aller droit dans l'action. Benoît Serre, après un peu plus d'un an de crise et la distance que le télétravail suppose, est-ce qu'on peut considérer que les salariés sont encore engagés dans leur entreprise ? Ça, c'est le grand mystère, parce que le sujet de l'engagement, il se pose dans des conditions extrêmement différentes à celles qu'on vient d'évoquer à l'instant, qui sont, je dirais, les conditions classiques de l'engagement. Donc c'est sûr que je ne sais pas s'il y a un problème d'engagement, parce qu'on s'est rendu compte, d'ailleurs, plusieurs études ont montré que les salariés considéraient une très large majorité, près de 68%, que leurs entreprises avaient plutôt bien géré la crise. D'ailleurs, c'est un chiffre qui est largement supérieur aux politiques ou aux parlementaires ou autres. Donc le niveau de l'engagement, il risque d'être assez fort, au moins a priori. Le problème, c'est que les entreprises ne vont pas devoir décevoir quand les gens vont revenir dans les entreprises pour ceux qui sont en télétravail ou vont reprendre une activité plein temps pour ceux qui sont en chômage partiel. Ça va être un défi, mais vous dites a priori parce qu'on est sur du déclaratif. Oui, on est sur du déclaratif, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui est très étonnant. On n'avait pas connu ce chiffre de confiance a priori
des salariés dans leurs entreprises aussi élevé depuis très longtemps. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais en revanche, ça signifie à l'inverse que la pression est forte, c'est-à-dire que les entreprises ne doivent pas décevoir parce que le niveau de désengagement sera à la hauteur de ce niveau d'engagement supposé. Alors, pas forcément désengagé, en tout cas pour l'instant. Et pourtant, une étude de 2018 disait qu'en France, 69% des employés ne se sentaient pas engagés. 25% se disaient complètement désengagés. Christophe Bergeon, comment expliquer ce phénomène ? Alors je pense que, pour rebondir sur ce que vient de dire Benoît, il y a un très fort pourcentage aussi, peut-être parce qu'on est solidaire face à une crise et face à une difficulté telle qu'on l'a vécue. Donc, on essaie quand même de resserrer les liens, même s'ils se sont distendus. Exactement. Donc on est tous sur le même bateau, on essaie d'y arriver. Il y a d'autres études qui montrent, moi j'ai lu une étude, je crois, menée par IBM et Gallup aux États-Unis, où il y a une différence entre la perception qu'ont les dirigeants, les DRH et les collaborateurs qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un gouffre qui s'est creusé pendant la crise. C'est-à-dire que les managers ont le sentiment que leurs salariés sont moins engagés que ce qu'eux-mêmes prétendent. Les dirigeants ou les DRH ont plutôt l'impression qu'ils ont bien réagi face à la crise, qu'ils ont mis en place les dispositifs nécessaires, et ce n'est pas forcément l'opinion des collaborateurs. Donc en fait, il y a et le désengagement, il est là aussi. Voilà. Donc les sujets de désengagement, par exemple, c'est... Est-ce que j'ai une vraie transparence de la part de l'entreprise ? Et quand on parle de Covid, en l'occurrence, si on dit quelque chose qu'on ne fait pas, qu'il y a un désalignement par rapport à ça, c'est évidemment terrible en termes de désengagement. C'est le sens aussi qu'on va donner à mon travail. Donc, dans cette période de crise, on a relevé les manches, on s'est serré les coudes, on est allés tous ensemble, mais je pense qu'en sortant de la crise, ça va être assez difficile pour beaucoup d'entreprises, parce qu'il y a ce gouffre qui s'est creusé. Gouffre creusé, certes, le télétravail, c'est vrai, n'a pas vraiment aidé. Quels sont les moyens qui ont été mis en place justement pendant le télétravail pour essayer de maintenir l'engagement collaborateur ? Ce qui n'est pas forcément évident. On sait que l'esprit d'équipe notamment naît parce qu'on a des relations en physique avec ses collègues, avec son manager. À distance, c'est plus pareil, ça n'a pas la même saveur. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place ? Alors plein de choses, les gens ont été extrêmement créatifs. Nous on est allé on a un petit jeu vidéo qui nous permet en fait de nous retrouver dans le jeu vidéo. Vous arrivez dans une salle, donc ça recrée en fait votre bureau. Et donc vous arrivez dans la salle de réunion, finalement la caméra démarre et vous êtes dans cette salle de réunion ou à la pause café, mais en virtuel. Voilà, donc ça marche très bien. Il y a eu une explosion de ce jeu. Ça permet de matérialiser un petit peu... on a l'impression d'être au bureau quelque part, et puis c'est un peu ludique. Plein de gens ont fait des apéros virtuels, des animations, des jeux. Et au-delà des animations, il y avait quand même pas mal de sondages, de prises d'humeur. Alors évidemment, tout ça, il faut le mesurer, quelque part. C'est ça, en fait, il en ressort des résultats, des tendances. Il faut en faire quelque chose de ces résultats. Complètement. Non, mais le point très important, c'est de mesurer l'impact de la crise en permanence sur l'ensemble des collaborateurs. Voilà. C'est pas faire un one-shot et dire, j'ai mesuré. Absolument pas, d'autant plus que ça a duré et que ça continue de durer. Donc c'est très long, c'est très pénible, c'est très impactant psychologiquement pour l'ensemble des collaborateurs. Certains se retrouvent tout seuls chez eux. Donc il faut le mesurer en permanence et il faut le valider même par des échanges fréquents entre un manager et ses équipes. Voilà. Mais je pense que les deux sont totalement complémentaires. Donc un dispositif d'écoute est absolument incontournable, fondamental pendant cette crise. Tiffaine Galliès, est-ce qu'on a pu noter vraiment des bonnes pratiques qui sortaient du lot et qui a permis effectivement de resserrer les liens en cette période difficile où on était tous à distance ? Oui, c'est vrai que nous, on a eu cette chance de travailler avec des entreprises qui ont été labellisées récemment et qui ont fait un travail incroyable sur les 3 aspects que nous appelons le smart working, à savoir mettre en place les bons outils, mettre en place les bonnes pratiques RH et managériales et aussi permettre à chaque collaborateur de se saisir de son cadre de travail de la meilleure manière possible. Donc effectivement, si on prend ces 3 éléments, il y a des organisations qui ont fait tout un travail sur le cadre avec la prise en charge d'un certain nombre de charges qui étaient inhérents au fait d'être chez soi avec sa box internet par exemple. Aussi le fait d'apporter tout ce qui était même les meubles, des sièges, etc. pour être sûr que les collaborateurs soient bien. Sur la partie pratique RH et managériale, naturellement, il y a les enjeux de convivialité, de lien, ça c'est indéniable. Mais sur la partie effectivement transparence de la communication,
que ce soit sur l'hygiène et la sécurité, mais aussi ensuite sur donner de la perspective. Je pense qu'effectivement les collaborateurs... engagés dans une activité. Dans une activité, mais aussi sur un futur souhaitable. C'est vrai que là, je pense qu'on est tous un peu fatigués de se dire, eh bien, on ne parle que du Covid, mais quel est le next challenge finalement pour l'entreprise. Et sur la partie outils, effectivement, la mise en place d'énormément d'outils, surtout digitaux, mais qui ont permis, avec une bonne pédagogie, d'embarquer aussi certaines populations qui n'étaient pas nécessairement très, entre guillemets, digitalisées jusqu'à présent, ou certaines fonctions. Mais avec vraiment, je tiens à le souligner quand même, un besoin de pédagogie, vraiment. Il y a des entreprises qui ont vraiment fait intervenir des professionnels pour former. Voilà, pour former, etc. Enfin, avec du reverse mentoring qu'on connaissait déjà, mais qui a été réactivé. Enfin, voilà. Il y a cette question qui est fondamentale, celle de la transformation digitale. Certaines entreprises ne l'ont toujours pas abordée, d'autres qui l'ont abordée de manière peut-être un peu rapide, en mode accéléré. Ça a pu laisser éventuellement des salariés au bord de la route. Est-ce que cette transformation digitale est majeure pour engager correctement un collaborateur dès lors qu'il est à distance ? Christophe Bergeon. Évidemment, c'est fondamental, mais je pense aussi ce qui est important, vous l'avez souligné, c'est d'engager tout le monde et pas qu'une partie de la population. Quand on parle de digital, souvent, on a les cols bleus qui en sont souvent très, très éloignés dans les entreprises. Voilà. Et beaucoup de systèmes d'information aujourd'hui ne couvrent pas cette population-là. Nous, on s'est attelé dès le début à essayer de toucher tout le monde. Quand on fait une enquête, une étude, quand on donne des outils, il faut que ça concerne l'ensemble de la population. Et d'autant plus en période de crise. Voilà. Est-ce que la première ligne subit autant que la deuxième ligne, si on peut reprendre ça? Est-ce que, voilà, je pense qu'il faut embarquer tout le monde et le digital doit aller vers tout le monde. Et il est complémentaire évidemment au physique. Benoît Serre, le 9 juin prochain, le télétravail sera assoupli, assouplissement qui se fera en lien avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises. Alors, il y a certains salariés qui vont clairement remettre un pied dans leur bureau après des mois et des mois de travail à la maison. Est-ce que les entreprises peuvent anticiper ce retour et surtout comment ? Il y aura aussi un point. Est-ce qu'il y aura des points de vigilance dans la négociation des accords qui vont être faits? Certains, on le sait, ne veulent pas du tout retourner au bureau et veulent rester en télétravail. D'autres veulent absolument retourner au travail. On se dirige plutôt vers un mode hybride. Comment on va arbitrer tout ça, ces volontés des uns et des autres? Et puis, l'idée, c'est de poursuivre aussi une activité le mieux possible. Mais en fait, d'abord, il ne faut pas perdre de vue que tous ces gens sont sous contrat de travail. Donc, il y a quand même le phénomène de la contrainte qui va jouer. Mais c'est vrai qu'on a une partie des gens qui souhaitent rester au moins partiellement en télétravail. Et d'ailleurs, je crois que ça, c'est un enjeu très fort. C'est-à-dire que la crise a fait apparaître le télétravail de manière massive dans les entreprises. Alors, certes, de manière un peu excessive, puisqu'on sait que l'hybridation du travail, c'est-à-dire une part à distance et une part présentielle, constitue sans doute la bonne méthode. Tout ça pour dire que ça va être difficile pour les entreprises de dire, voire impossible, de dire on repart comme avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de télétravail et tout le monde y va. Donc c'est vrai qu'il va falloir l'organiser. Maintenant, ça ne va pas être un télétravail comme on a connu depuis 1 an et demi. Ça va être un télétravail beaucoup plus organisé, structuré, managé. C'est un peu le drame du télétravail qu'on a vécu depuis 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il s'est fait dans l'urgence, sans préparation, sans management. Et on sait que le télétravail, il change considérablement les modèles de management, il renforce l'autonomie, il renforce la liberté d'organisation, autant de choses qui ne sont pas forcément naturelles dans beaucoup d'entreprises. Et d'ailleurs, pour prendre le lien avec le thème de votre émission, l'engagement, il repose beaucoup sur la liberté d'organisation, l'autonomie et la confiance. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, le télétravail constitue une opportunité forte de recréer des liens différents et fondés plus sur l'engagement, la motivation et la transparence avec les salariés. Donc le retour du 9 juin, il est important sous 2 conditions. La première, c'est effectivement d'écouter et de savoir comment les gens ont vécu cette crise. Elle est très intime, elle est très humaine. Et la deuxième, c'est donner des perspectives et avoir une vision claire de qu'est-ce qui va se passer, comment on va se réorganiser. En gros, on ne repart pas comme avant. Parce que si on repart comme avant, alors là... table rase plutôt qu'un retour à la vie d'avant. Voilà, exactement. Il y a aussi ce cas qui va être fréquent, ces salariés placés en chômage partiel, qui ne travaillent plus depuis plusieurs mois et qui vont devoir eux aussi revenir au travail, au bureau. Comment on peut les associer à une reprise d'activité, Tiffaine ? Alors,
Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a pu exprimer Benoît, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de juste leur faire exprimer finalement ce qu'ils ont vécu, quelles sont leurs attentes, leurs enjeux, quelles sont les pratiques qu'ils ont pu apprécier, sur lesquelles capitaliser. Et ça peut être du one-to-one, ça peut être aussi via des solutions de mini-enquête, par exemple. Extia, un de nos clients, en est très friand. Et aussi, au-delà de ça, il va falloir aussi faire attention, parce que là, on parle des personnes qui sont peut-être sur des métiers de service, mais sur les métiers notamment de la restauration, il faut se dire que, je parlais d'ailleurs de ça avec un de nos clients, les collaborateurs ont peur de la reprise, dans le sens aussi, on parle déjà d'une pénurie de main-d'œuvre. Oui, et même peur, c'est-à-dire ils n'ont pas porté de plateau ultra lourd, entouré d'une foule qui en plus va avoir envie d'être servie absolument. Et donc il va avoir, et ce client me disait qu'il craignait une recrudescence des accidents du travail sur à minima le premier mois de reprise. Donc il y a vraiment aussi ce côté sensibilisation aux accidents du travail, essayer de faire peut-être une remise en selle peut-être un petit peu plus progressive, pour être sûr de bien les réembarquer, et que justement, au-delà de bien comprendre quelle est leur perception de la crise, être sûr que le fait de revenir au travail, surtout pour ce type d'emploi, que ça se fasse le mieux possible, et qu'il n'y ait pas ce stress, et surtout le fait de potentiellement être blessé rapidement. Alors, sans parler d'accidents du travail, Benoît Serre, est-ce qu'on peut s'attendre à peut-être une vague de reconversion, de démission, de rupture conventionnelle si des mesures fortes ne sont pas mises en place concernant l'engagement collaborateur ? Alors, je ne sais pas si on ira jusque-là, parce qu'on sera dans une crise économique. Donc, pour démissionner ou quitter son emploi, ce sont des décisions qui ont d'autres impacts que cela. En revanche, c'est vrai que si on n'y fait pas attention, on pourrait avoir un niveau, en l'occurrence, de démotivation, de désengagement et de distance avec l'entreprise, qui évidemment aura des impacts très négatifs sur l'entreprise. La situation, elle est surtout inquiétante sur un autre point, c'est qu'on sait qu'aux crises sanitaires, économiques, sociales que l'on connaît, s'est rajouté depuis à peu près quelques mois une crise psychologique forte. Et donc, je pense que n'importe quel chef d'entreprise, n'importe quel DRH doit avoir conscience qu'il va récupérer des salariés épuisés. Beaucoup de psychologues du travail partent d'un phénomène de décompensation. C'est-à-dire que je pense que là, on a un vrai risque de gens qui n'en peuvent plus, qui craquent. Alors, vous avez des burn-out, vous avez des démissions sur un coup de tête, vous avez des demandes de rupture conventionnelle collective, des demandes de mobilité. Enfin, on risque d'avoir une espèce de mouvement très compliqué. Et là, la capacité de l'entreprise à créer du lien, à faire de l'activité aussi un axe prioritaire peut-être. La qualité de vie au travail va être centrale aussi demain. Oui, alors sous deux angles, hein. La qualité collective de vie au travail et la qualité individuelle de vie au travail. Donc c'est vraiment des sujets qui viennent refonder systématiquement le fonctionnement de l'entreprise, et ce sera très long. Il ne faut pas croire que ce sera d'un coup de baguette magique en septembre prochain. Et tout va reposer sur les épaules du manager. Ce sera plus un défi managérial qu'un défi RH? C'est les deux, parce que c'est un défi managérial à la fois parce que les managers sont au contact, et c'est un défi RH pour à la fois former les managers et pas se tromper quand on choisit des managers. Parce que des managers moyens dans la situation que nous connaissons, c'est dévastateur. Donc l'enjeu de management, il est fort, et l'enjeu de dynamique collective à reconstituer est aussi fort, et ça, c'est toute la chaîne de l'entreprise. C'est pas que les DRH, ou c'est pas que les managers, et les directeurs généraux, les patrons d'entreprise doivent montrer l'exemple. Leur exemplarité et leur légitimité seront fondamentales dans cette phase. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Benoît Serre. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné sur cette table ronde autour de l'engagement collaborateur. Je remercie Benoît Serre, vice-président de la NDRH et senior partner au Boston Consulting Group. Merci beaucoup. Merci à vous, Tiffaine Galliez, Innovation and Knowledge Manager chez Great Place to Work. Merci. Et Christophe Bergeon, CEO et cofondateur de Zest Me Up. Merci à tous les trois. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi. L'emploi dans le secteur de la robotique, ou plus exactement de la robotique collaborative. Travailler main dans la main avec un robot, bah oui, ça s'apprend, hein. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité.